Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h06, je suis très heureux de recevoir Heidi Sevestre qui est glaciologue. Heidi Sevestre va nous parler de son métier, qu'elle exerce avec passion. Heidi Sevestre publie Sentinelle du climat chez HarperCollins. Notre avenir dépend des glaciers. Nous pouvons encore les sauver. Nous allons tout comprendre de son métier, de l'urgence, des glaces. Vous avez une passion. Bonjour d'abord. Bonjour, vous avez Jacques. Une passion pour les glaces. Ah, c'est une passion qui me dévore. Mais oui, j'ai lu ça dans le livre. C'est à tout moment dans le livre. On le sent, on le perçoit. C'est même charnel. Quand on est haute-savoyarde, Oui. ça fait partie de notre âme. C'est vraiment nos racines, ces montagnes et ces glaciers. Bien. Nous allons parler de tout ça. Vous habitez le Spitzberg, c'est cela ? C'est ça, exactement. Bon. C'est très au nord. Spitzberg, il faut savoir que c'est très au nord de la Norvège. C'est à 1000 km de l'Arctique. Du pôle Nord. Du ouais. pôle Nord. Voilà. Très loin. Voilà, c'est ok. Bon, nous allons parler de tout ça, mais puisque nous parlons du réchauffement climatique, nous allons parler du réchauffement climatique, ces chiffres qui sont tombés ce matin, c'est un record. L'éolien et le solaire ont fourni 12% de l'électricité mondiale l'année dernière. Félix Mathieu. Mais le charbon reste toujours en première position pour produire de l'électricité. Oui, invasion de l'Ukraine, fermeture des gazoducs, les gouvernements ont revu leur stratégie énergétique. 22% d'électricité éolienne ou solaire dans l'Union européenne, 12% au niveau mondial, donc ça progresse. C'était seulement 5% dans le monde en 2015. Combinés ensemble, le renouvelable et le nucléaire atteignent même 39% de l'électricité mondiale. Un nouveau record selon ce rapport Ember, un groupe de réflexion sur l'énergie. Le reste est assuré par les énergies fossiles, gaz, pétrole et charbon. Et ça, c'est le gros bémol. Le charbon reste la première source, 36% de l'électricité mondiale, plus 1%, car la demande globale a encore plus augmenté que les renouvelables. D'ailleurs, autre record, beaucoup moins vert celui-là, les émissions de gaz à effet de serre atteignent 12 milliards de tonnes équivalent CO2 l'année dernière. Pour autant, les experts de ce rapport Ember ont cette note d'espoir. Selon eux, 2022 pourrait être l'année du pic des émissions liées au secteur électrique, la dernière année de croissance de l'énergie fossile dans ce secteur, le début de la fin de l'ère fossile selon une co-auteure du rapport. À voir donc quand on fera le bilan de 2023 si la tendance s'est bel et bien inversée. Et je mettrai ces chiffres et ce rapport en parallèle avec la réunion des ministres de l'Environnement et de l'Énergie des pays du G7 qui se tient ce week-end au Japon. Vous allez suivre cela de près, j'imagine, Heidi Sevestre. C'est extrêmement important. Bien sûr, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus continuer à utiliser autant d'énergie fossile qu'on le fait en ce moment. Plus on brûle de gaz, de pétrole, de diesel, plus on accélère le changement climatique, plus on accélère la fonte des glaces. Et le GIEC le dit très bien, il faut qu'on arrive dans l'ère de la phase-out. Il faut qu'on commence à arrêter d'utiliser autant d'énergie fossile et même, il faut qu'on commence à désinstaller des installations existantes aujourd'hui. Et il faut qu'on sorte de ce débat sur y a-t-il ou pas un réchauffement climatique. Il y a réchauffement climatique, mais il faut qu'on pose le débat en prenant une autre notion qu'on oublie, c'est la notion de temps. Et vous le soulignez dans votre livre et c'est très intéressant. À tout de suite, il est 12h09. Jean-Jacques Bourdin. Heidi Sevestre est notre invitée. Sentinelle du climat, notre avenir dépend des glaciers, nous pouvons encore les sauver. Chez HarperCollins, votre livre, Heidi Sevestre, vous êtes glaciologue, vous habitez donc le Spitzberg, à 1000 km du pôle. Là-bas, il n'y a ni culture, ni peuple autochtone au Spitzberg. Moi, j'y suis allé il y a très longtemps, donc j'ai un peu vu ça. Vous êtes tout près des glaciers que vous explorez sans cesse, parce que vous êtes exploratrice, que vous explorez sans cesse. Vous écrivez « Notre avenir dépend des glaciers ». Bon, c'est quoi ? C'est le cristal blanc, le glacier. C'est un peu l'étalon du climat. Pourquoi est-ce que notre avenir dépend des glaciers ? Ces glaciers, déjà, ils sont merveilleusement beaux. Oui, c'est des étendues extraordinaires à explorer. Oui. Ces glaciers, ils sont aussi extrêmement importants pour nous dans la vie de tous les jours. 70% de nos réserves d'eau douce sur Terre viennent de la neige et de la glace. Ça, faut vraiment pas l'oublier. L'eau, aussi précieuse qu'on la connaît. Il faut aussi comprendre que cette glace, si elle disparaît, les conséquences peuvent être désastreuses, notamment sur l'élévation du niveau des océans.
Le Groenland, l'Antarctique, c'est deux calottes polaires extraordinairement belles, mais gigantesques. Si elles viennent à se déstabiliser, ça peut engendrer une augmentation du niveau des océans de 65 mètres partout sur Terre. Vous constatez le changement? Vous y allez régulièrement, hein, vous êtes constamment dans ces contrées extrêmes. Est-ce que vous constatez le changement? Au Spitzberg, les changements sont cataclysmiques. Là-haut, sur ce petit archipel à 1000 km du pôle Nord, on est dans l'épicentre du dérèglement climatique. Donc l'Arctique, la région tout entière se réchauffe, mais alors le Svalbard en particulier se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète. Donc tout se passe en accéléré. Et là-haut, comme vous le savez, on est dans un environnement, un royaume de neige et de glace. Et forcément, on voit des paysages qui changent extrêmement rapidement. Des glaciers que j'étudie qui reculent très vite. Cette banquise, cette glace de mer qui n'arrive pas à se former parce que l'océan est trop chaud. Et ce qu'on y voit, et là je l'ai vécu tout l'hiver, c'est surtout une météo extrêmement instable. Des tempêtes à n'en plus finir. On a eu des ouragans. Plus qu'avant? Beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est directement lié à la perte de la glace, à la perte de la banquise. L'Arctique ne devient pas du tout plus hospitalier s'il se réchauffe. Au contraire, ça devient beaucoup plus compliqué d'y être. Bien, Heidi Sevestre, vous dites tout s'accélère. La notion de temps est essentielle. Des périodes glaciaires succèdent à des périodes de réchauffement dans l'histoire de la Terre. Hein, bon, on le sait, il y a période glaciaire, période de réchauffement. Modification constante du climat, de la faune, de la flore. Mais il y a une notion qu'il faut prendre maintenant, c'est la notion de temps. Aujourd'hui, il y a une accélération du rythme de changement, c'est bien cela ? Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que le changement climatique actuel, il est directement connecté aux activités humaines. Il n'y a vraiment plus aucun doute là-dessus. Alors vous l'avez très bien dit, le climat a toujours changé. On a eu des périodes sur Terre où la Terre entière était recouverte de glace. Ça devait être plutôt sympa pour les glaciologues à l'époque. On a eu des périodes sur Terre où il n'y avait pas du tout de glace sur Terre. Donc naturellement, le climat a toujours changé sur Terre. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, ce qu'il se passe depuis le début de l'ère industrielle, c'est que plus l'on brûle d'énergie fossile, plus on se sépare de ce qu'on appelle cette variabilité naturelle, ces changements naturels du climat. Aujourd'hui, ce que l'on observe est complètement lié à notre utilisation des énergies fossiles. Il n'y a plus du tout de doute là-dessus. Non, parce qu'il y a encore des climato-sceptiques, vous en rencontrez, et qui affirment que l'homme n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, rien à voir, en expliquant que le réchauffement climatique est un phénomène naturel. On m'a expliqué encore ce matin qu'il y avait, je crois, un sondage qui nous montrait que 4 Français sur 10 doutaient du consensus scientifique qui nous explique que l'homme est responsable du changement climatique actuel. Donc aujourd'hui, on a un vrai rôle, nous les scientifiques, de rendre ces connaissances accessibles au plus grand nombre. C'est vraiment crucial. Je suis convaincue que l'éducation sur ce sujet-là, déjà on comprend mieux ce qui se passe et surtout l'éducation peut motiver à passer à l'action. Donc peut-être, je leur tends la main, que ces climato-sceptiques ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe, j'y crois. Et justement, je les invite à se connecter avec ces scientifiques. Que leur dites-vous sur le réchauffement climatique, sur le rôle de l'humain dans le réchauffement climatique, le rôle de l'homme? Ce que je leur explique, c'est que aujourd'hui c'est indiscutable. Hein. C'est vrai que on est 30 ans dans des rapports du GIEC. Aujourd'hui, il y a vraiment un consensus scientifique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, vraiment aujourd'hui, on est tout à fait capable. Alors ça, c'est vraiment intéressant de reconstruire les changements climatiques que si on avait des ingrédients naturels. Si on mettait les ingrédients naturels, le soleil, les volcans, les mouvements tectoniques, quel type de température on devrait avoir sur Terre? En vrai, sur les 150 dernières années, on devrait avoir des températures relativement stables, voire un tout petit refroidissement. Si on rajoute tout d'un coup un autre ingrédient, l'humain par-dessus, la déforestation, l'agriculture qui change la couleur des surfaces sur Terre, l'artificialisation des sols, etc., etc., la consommation d'énergie fossile, on retrouve exactement les températures, l'augmentation des températures qu'on en a actuellement. Alors vous dites aujourd'hui, le temps long de la nature entre en collision avec le temps de notre vie biologique. C'est ce qui a changé.
Je parlais de la notion de temps. C'est exactement ça aujourd'hui. Ça donne le tournis, ça donne le vertige de voir à quel point nos activités ont bousculé, ont bouleversé ce climat. Nous, les scientifiques, on est dans une course contre la montre. On essaye, avec nos outils, avec nos technologies, de comprendre ce qui se passe pour essayer d'alerter, de préparer les populations à ce qui est en train de nous arriver. On est en train de se rendre compte, et c'est difficile, mais de voir pour nous que ces changements sont presque trop rapides pour que notre science arrive à garder le contact de ces changements-là. Donc, on se doit d'être meilleur, on donne le meilleur de nous-mêmes, parfois au péril de notre vie sur le terrain, pour comprendre ce qui se passe et surtout alerter, tirer un cri d'alarme. Il faut à tout prix arrêter de brûler autant d'énergie fossile qu'aujourd'hui pour éviter d'avoir des conséquences irréversibles liées au changement climatique. Vous avez l'impression parfois de vous adresser à un mur, de ne pas être entendue, écoutée, comprise. Ça vous arrive bien sûr. Sans cesse Si vous êtes interpellé sans cesse. Si on voit aujourd'hui que les concentrations de CO2 dans l'atmosphère continuent à augmenter, c'est qu'il y a encore une grande partie de la population, des entreprises ou des dirigeants qui ne comprennent pas exactement l'urgence dans laquelle nous sommes. Et évidemment, la lutte contre le réchauffement climatique heurte parfois le quotidien du citoyen. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Comment à la fois aider le citoyen à bien vivre et en même temps lutter contre le réchauffement climatique. Ça, c'est crucial. Tout est là. Oui. Je pense que nous, les scientifiques, quand on communique, on a peut-être un problème de temps, un problème d'échelle spatiale. Vous n'êtes pas une militante. Vous n'êtes pas une militante politique. Vous êtes une militante du climat. Je préfère garder mes distances, mais mon rôle, c'est d'être scientifique à la base. Oui. Votre rôle, vous êtes une scientifique, une glaciologue. Vous n'entrez pas dans des débats politiques, c'est pas votre rôle. Vous le dites d'ailleurs. Mais on informe les gouvernements. Mais vous informez les gouvernements. Alors, que vous disent les gouvernements ? Est-ce qu'ils vous écoutent, les gouvernements ? Alors, les gouvernements nous écoutent. Ça, heureusement aujourd'hui, je pense qu'on peut pas ignorer ce qui est en train de se passer en termes de changement climatique. Les gouvernements nous écoutent parce que ils ont signé les accords de Paris. Ils sont tenus d'avoir une stratégie pour réduire leur empreinte carbone. Ils s'y tiennent ou pas. Les gouvernements nous écoutent et quand on leur parle de ce qu'on observe sur le terrain, ils n'en reviennent pas. Oui, mais vous savez bien que c'est l'Europe qui est en pointe tout de même sur ces questions-là. Stratégie très ambitieuse en Europe, exactement. Stratégie très ambitieuse en Europe. L'Europe est en pointe, alors que d'autres continents, non, et prennent du retard. Alors, Jean-Jacques Bourdin, j'aurais envie de dire, il faut commencer par regarder ce qui se passe chez nous. Alors on est en pointe, mais continuons à améliorer, continuons à être meneurs au niveau de l'Europe. Au niveau de la France aussi, il faut être encore plus ambitieux, encore plus courageux dans nos nouvelles réglementations climatiques. Aujourd'hui, tous les pays sont touchés par le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique coûte extrêmement cher. C'est pas qu'un problème économique, c'est un problème de santé humaine aussi. Derrière le changement climatique, on a des vies humaines. Et une fois que les pays auront compris qu'aujourd'hui, investir pour lutter contre le changement climatique coûte beaucoup moins cher que de subir les conséquences du changement climatique, et ben en fait, tout est là. Aujourd'hui, l'inaction tue. Mais investir dans des énergies renouvelables, dans des solutions naturelles pour lutter contre le changement climatique, ça coûte finalement beaucoup moins cher. Alors, COP28 ou à Dubaï ? Quand même étrange, non ? Est-ce que ce n'est pas étrange ? À Dubaï ? Alors, le choix de Dubaï. Non, mais je dis ça parce exactement. que Dubaï, c'est vraiment le monde du réchauffement climatique, si je puis dire. Et finalement, on est au cœur du sujet parce que il nous faut réduire ces énergies fossiles le plus vite possible. Et finalement, on est exactement peut-être là où il faut, au moment où il le faut. Alors, ça va pas être facile du tout, j'en suis bien consciente. La semaine dernière, j'étais justement avec une vingtaine de pays différents, leurs équipes de négociateurs du climat, pour les préparer pour la COP28. Parce qu'on sait que l'industrie fossile est très prête pour ce genre d'événement. On sait que le lobby fossile est très efficace, très puissant. Il faut qu'on soit à la hauteur, nous aussi, les scientifiques et les équipes de négociateurs du climat. Donc on les a préparés à Stockholm la semaine dernière, on les a briefés sur de toutes dernières connaissances scientifiques, on leur a donné des armes pour ces négociations, des données scientifiques, et maintenant la balle est dans leur camp, la balle est dans le camp des pays et on compte sur eux pour rester ambitieux face aux objectifs climatiques. Heidi Sevestre, vous allez toujours vous promener sur les glaciers des Alpes ? Les glaciers de votre enfance ? La semaine dernière, j'étais sur la mer de glace. Et alors ? Avec toute une équipe de lycéens d'un projet qui s'appelle Demain c'est nous.
Et c'était fou pour moi de pouvoir partager mes racines avec ces élèves de La Rochelle. Et ça a été un électrochoc pour ces élèves. Je leur ai raconté l'histoire de mon arrière-grand-mère qui, dans les années 1920, avait pris une photo d'elle sur la mer de glace à l'époque où on prenait un petit train et on faisait quelques pas et on se retrouvait sur le glacier. Aujourd'hui, pour aller voir la mer de glace, on reprend le même petit train, mais on prend un télécabine, on descend 520 marches d'escalier tellement que le glacier il a fondu. Et ça c'est très important, ces électrochocs pour les élèves. Il risque de disparaître. Très clairement, j'ai expliqué aux élèves que l'avenir de ces glaciers, il est entre nos mains. On est sur une trajectoire aujourd'hui dans le monde qui nous amènerait vers une disparition quasi totale des glaciers des Alpes d'ici la fin du siècle. Donc ces élèves qui avaient 17 ans sur la mer de glace, je leur ai expliqué que tout au long de leur vie, ils vont peut-être voir des Alpes avec des glaciers, donc nos châteaux d'eau naturels dont nous avons besoin en France, jusqu'à peut-être, si on n'agit pas aujourd'hui, des Alpes sans glaciers. Merci Heidi Sevestre. Je rappelle le titre de votre livre. Merci d'être venu nous voir avec la collaboration d'Isabelle Marié, Sentinelle du climat. Notre avenir dépend des glaciers, nous pouvons encore les sauver. C'est chez HarperCollins. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Il est 12h25. Demain, dans Parlons Vrai chez Bourdin, à 12h10, dans notre Midi Actu, je recevrai Nicolas Bavrez, qui est économiste, historien, éditorialiste, membre du comité directeur de l'Institut Montaigne, pour parler de son livre « Démocratie contre empire autoritaire, la liberté est un combat » aux éditions de l'Observatoire. Il est 12h26. Merci d'être avec nous. André Berco.